Je vous souhaite la bienvenue à ce déjeuner-causerie dans le cadre de notre série Culture. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui le ministre de la Culture et des Communications du Québec, M. Maka Coteau. Merci, M. Coteau, d'avoir accepté notre invitation. M. Coteau nous parlera aujourd'hui de la gouvernance souverainiste et de ses implications en matière de culture. Il abordera également la question du soutien à la création, à la production et à la diffusion de la culture québécoise, tant chez nous qu'à l'étranger. Enfin, le ministre brossera un portrait des défis engendrés par les mutations technologiques et il nous parlera du renforcement de la relation culture-éducation. Comme vous le savez, un événement comme celui d'aujourd'hui ne pourrait avoir lieu sans l'appui de partenaires. Aussi, je tiens à remercier en votre nom SNC-Lavalin, Hydro-Québec, l'équipe Spectra, Culture Montréal, Renaud Bré, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, la Société de développement Angus et Le Devoir pour leur contribution à la tenue de cette activité. Je tiens également à remercier le Conseil des arts de Montréal pour sa collaboration dans l'organisation de ce déjeuner. Permettez-moi maintenant de vous présenter les personnes qui accompagnent notre conférencier à la table d'honneur. Je les prierai de se lever à l'appel de leur nom et je vous demanderai d'attendre la toute fin de la présentation pour les saluer par vos applaudissements. Monsieur Jean-Louis Roy, président du Conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques, président de Partenariat international et membre du Conseil d'administration du CORIM. Madame Doris Girard, présidente du Conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles, la SODEC. Madame Phyllis Lambert, architecte, directeur fondateur et présidente du Conseil des fiduciaires du Centre canadien d'architecture. Madame Francine Lelièvre, directrice générale du musée Pointe-à-Calière. Monsieur Jean-François Nadeau, directeur des pages culturelles au journal Le Devoir. Madame Francine Grégoire, présidente du Conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Madame Hélène Ayotte, membre du Conseil exécutif de la Ville de Montréal, responsable de la culture, du patrimoine et du design. Monsieur Alain Simard, président-directeur général de l'équipe Spectra. Monsieur Simon Brault, président de Culture Montréal, directeur général de l'École nationale de théâtre et vice-président du Conseil des arts du Canada. Monsieur Michael Novak, vice-président-directeur, bureau du président chez SNC-Lavalin. Monsieur Christian Iaccarini, président et chef de la direction de la Société de développement Angus. Monsieur Hans Fréquin, commissaire national et directeur général du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Madame Danielle Sauvage, directrice générale et secrétaire du Conseil au Conseil des arts de Montréal. Madame Louise Richer, directrice générale et pédagogique de l'École nationale de l'humour. Monsieur Blaise Renaud, président-directeur général de Renaud Bré. Monsieur Danny Laferrière, écrivain. Et enfin, notre conférencier aujourd'hui, le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Monsieur Maka Coteau. Mesdames, Messieurs, votre table d'honneur. Bonjour. Dès qu'on m'a demandé de présenter Maka Coteau, déjà dans le verbe présenter, je me suis dit sûrement je vais faire ma tête, je ne vais pas vous le présenter. Parce que ça, vous êtes tous sur Internet, vous connaissez les informations, sinon je ne serais pas ministre. Mais ce qu'on ne trouve pas sur Internet, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Bien sûr, il y a l'information de tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait. Et je crois que l'émotion, quand elle se mélange avec l'information, donne un regard. Et c'est ce qui nous a touchés chez Maka Coteau, c'est ce regard qu'il pose sur le monde, un regard posé, une tête calme, un vocabulaire riche et nourri, qui a fait le délice de tous ceux qui voudraient bien une langue un peu plus châtiée, de tous ceux qui voudraient, et c'est l'impression que j'ai quand je regarde Maka Coteau, l'impression qu'il est au courant qu'il est en train de parler. Il y a des gens dont on a l'impression... Il y a des gens dont on a l'impression que c'est une fonction organique qu'il parle pour parler. Maka Coteau, sans s'écouter parler, est au courant qu'il est en train de parler. Je crois que cette décision, cette volonté, cette façon d'être, en fait un être pour nous très intéressant. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce dont je veux parler à propos de Maka Coteau et non sur Maka Coteau, ni de Maka Coteau, c'est de l'amitié.
Vous savez, de plus en plus, ce sentiment est en train d'être dévoyé par tout ce qu'on lit et un peu partout, et on parle toujours de petits amis, de copains et de autres. Il faut rappeler que c'est le plus noble sentiment humain, celui qui relie quelqu'un à un autre, et celui qui me relie à Makakoto. Cette amitié dont Montaigne, une fois, avait eu ce cri retentissant d'ailleurs, qui nous arrive encore avec la Boétie, parce que c'est lui, parce que c'est moi. Parce que c'est Makakoto et parce que c'est moi. J'ai jamais pris la parole, tous ceux qui sont dans la politique le savent, sur aucun homme politique ou femme, et sauf quand il s'agit de Makakoto. C'est vrai, les Haïtiens d'ailleurs me font le reproche. Et en Haïti ou ici, parce que quelque part c'est l'autre face de ma médaille, et de cette médaille, enfin, dont je voudrais qu'il nous porte chance. Cette amitié, c'est pas du tout du copinage. Jamais j'ai appelé Makakoto chez lui. Jamais j'ai demandé quelque chose à Makakoto. Et jamais il ne m'a appelé non plus. Depuis qu'il est devenu ministre, je suis devenu l'ami du ministre. Je préfère être écrivain. Et des gens m'appellent même pour me demander son téléphone. J'ai dit, c'est précisément parce que je ne tiens pas à intervenir dans la vie de Makakoto, du ministre Makakoto. De Makakoto, je tiens à intervenir dans sa vie. Et je vous dirai comment. Et du ministre Makakoto, précisément pour cela que nous sommes amis. Précisément. Alors, dans la vie de Makakoto, oui, je tiens à intervenir. Je crois que l'amitié, précisément, c'est quelqu'un qui peut vous appeler n'importe quand pour vous dire que vous êtes en pleine dérive. Je n'ai pas encore fait, mais je compte le faire. En attendant, sa fiche est excellente, et même la situation économique de ce pays est excellente, ce qui lui rend un petit peu le sourire, et parce qu'il a passé des moments très difficiles. Donc cette amitié-là, j'y tiens. Et je crois que c'est un sentiment vraiment, je tiens à le redire, c'est un sentiment noble dont on n'a pas idée. C'est très rare que les gens interviennent quand les gens sont en mauvaise posture pour se présenter face au risque à leur place. C'est toujours pour des questions idéologiques, parce que nous sommes de même opinion politique, ou des questions de parti, parce que nous sommes du même parti, parce que si on fait tomber celui-là, on tombera nous plus tard. Mais jamais les gens se présentent par eux-mêmes, tout simplement, tout nus, pour dire si vous tenez à la voir, vous devez passer sur moi. Pas parce qu'il y a un lien trouble entre nous, tout simplement parce que je crois dans cet individu, je crois en lui. Donc voilà. Et Makakoto a quelque chose qu'il nous a apporté qui est intéressant aussi. Et on en a discuté quand il allait au pouvoir, et même avant. Sur la question de l'intégration, je lui avais dit, à Rome, il ne faut pas faire comme les Romains. Sinon, on n'apportera rien de nouveau à Rome. On ne sera d'aucun intérêt pour Rome si on fait comme les Romains. D'ailleurs, les Romains ne font pas comme les Romains. Sinon, il n'y aura pas de prison. Sinon, ce serait une société pure, une société exemplaire où tous les Romains seront selon l'ordre de la loi, sinon il n'y aura pas d'avocat. Donc il y aura beaucoup de chômage. Donc les Romains, et c'est ici, et c'est parce que Makakoto, le ministre de la Culture Makakoto, n'a pas fait comme les Romains, qu'il est devenu un Romain et qu'il va vous présenter ce qu'il pense de la culture du Québec. Distingués invités, mesdames et messieurs, et si vous le permettez, chers amis, considérez-vous respectueusement et chaleureusement salués. C'est toujours avec une certaine émotion que j'aborde la question de la culture au Québec. D'abord parce qu'elle est fondamentale et qu'elle est un aspect vital de notre existence comme peuple. Et pour cause, pour la très grande majorité d'entre nous, la culture est ce qui nous permet de nous construire, de nous connaître, de nous reconnaître et de nous faire reconnaître. Comme facteur de développement individuel et collectif, la culture est la marque la plus distinctive de ce que nous sommes comme nation francophone en terre d'Amérique. La culture constitue la fibre première de notre peuple. Elle influence nos pensées, nos paroles, nos actions et notre quotidien. Pour le grand sociologue québécois Guy Rocher, la culture est le cerveau d'une société. C'est son esprit et l'ensemble des représentations symboliques, soit l'univers des idées, les attitudes, les valeurs
et vision du monde, ce qu'on peut appeler d'une manière générale le vivre ensemble. Aussi, lorsque la première ministre Pauline Marois m'a confié la tâche de représenter et de défendre la culture québécoise à titre de ministre de la Culture et des Communications, j'ai blanchi. Pas physiquement. Oui, ceux qui me connaissent me savaient plus noir que ça. Alors, la peur n'y était pour rien, mais quel défi et surtout, quelle fierté pour un Africain né à 12 000 kilomètres d'ici, venu à Montréal il y a 23 ans, pour défendre un rôle dans un film tiré d'un roman signé par un certain Dany Laferrière. Lui-même, nouvellement arrivé de son Haïti natal, il m'a vanté le Québec comme étant un pays neuf et m'a longuement parlé de l'Homo québécus, une sorte d'Africain chaleureux, mais à peau blanche, qui vit très souvent dans la neige. Il avait raison. De plus, le Québec est un pays en chantier et nous sommes dans une phase où chacun peut contribuer à l'architecture de cette nation à sa manière, avec le génie, le talent qui lui sont propres. Ainsi, il y a bientôt 8 mois, Madame Marois m'a donné les mandats 1, de soutenir au maximum de nos moyens la diffusion et le rayonnement de notre culture en appuyant celles et ceux qui sont à la base de son foisonnement, nos créateurs. 2, de poursuivre nos efforts afin que la culture québécoise soit plus que jamais notre meilleur atout à l'étranger, une carte de visite en somme, qui nous permet de figurer en bonne place parmi les nations d'avant-garde. Et troisièmement, le mandat de rapatrier les pouvoirs et les budgets fédéraux en matière de culture. Faites en sorte, me disait-elle, que nous devenions maîtres chez nous en matière de culture. Vous vous dites sans doute encore un ministre de la Culture qui va venir nous parler avec fierté des succès à l'étranger du Cirque du Soleil, de Céline Dion, de François Girard, Simple Plan, Denis Arcand, Robert Lepage, la firme Monument Factory ou Leonard Cohen. Eh bien, vous avez parfaitement raison. Encore la semaine dernière, Paris accueillait la première édition d'Aurore Montréal, un festival consacré aux musiques actuelles québécoises. Au même moment, la compagnie de danse montréalaise Cas Public foulait les planches de l'Opéra Bastille. Et je pourrais facilement allonger cette liste, mais au-delà des performances bien réelles, il y a la reconnaissance internationale de cette signature québécoise. Identitaire, symbole de qualité, d'innovation et d'originalité. Et au-delà des succès des nombreux créateurs et compagnies artistiques qui portent notre flambeau sur la scène mondiale, cette signature est de plus en plus inspirante. Un modèle de référence, en somme. Un bon exemple est cet article publié dans la presse du 27 avril dernier, intitulé « Intégrer le cirque à Broadway », je cite, « Le producteur américain Barry Weissler est catégorique. Sans la participation des 7 doigts de la main, il n'aurait pas pris le risque de recréer la comédie musicale Pippin. J'étais convaincu que cette pièce pouvait encore avoir une résonance auprès du public, mais il fallait un style pour la renouveler. J'ai cherché pendant des années cet ingrédient jusqu'à ce qu'on trouve une formule avec les 7 doigts. » Fin de la citation. Avec le prestigieux prix Médicis décerné à Dany Laferrière, en passant par l'Ordre des Arts et des Lettres remis par la France à la chorégraphe Marie Chouinard, au Grand Prix du disque français de l'Académie Charles Cros, au groupe Le Vent du Nord, ou celui remis à Kim Nguyen pour son film Rebelle au Festival Tribeca à New York, c'est toute la francophonie et les Amériques qui sont aux premières loges en quelques exemples récents pour apprécier
cette signature culturelle qui touche l'univers et en prenant sa source ici même, au Québec, dans toutes les villes et tous les villages. Je souscris d'emblée à cette heureuse formule du produit créatif brut dont a parlé récemment le président et chef de la direction du Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, et qui inscrit notre culture comme l'une de nos plus grandes richesses naturelles. Mais tout cela n'est pas le fruit du hasard, car depuis des années, et notamment depuis les années 60, les gouvernements successifs du Québec n'ont eu de cesse de construire une société originale, respectueuse d'elle-même, en forgeant des outils de développement économique et culturel adaptés aux réalités et aux talents de nos créateurs. Le Québec a été un précurseur avec la création en 1961 du ministère des Affaires culturelles. Le premier titulaire de ce ministère, le regretté Georges-Émile Lapalme, pouvait alors compter sur quelques fonctionnaires dévoués et un budget de 3 millions de dollars. Homme de vision, il espérait que ce nouveau ministère puisse affirmer la place du Québec dans le monde. Plus de 50 années plus tard, si la création artistique québécoise est si vigoureuse, nous pouvons dire que c'est parce que notre peuple a appris à exprimer son identité, notamment par la prise en charge de son expression culturelle, une approche qui allait progressivement conduire le ministère de la Culture à répandre le goût de la culture dans toutes les sphères de l'activité sociale. Nous sommes encore à ce jour les seuls en Amérique à nous être dotés d'une politique culturelle qui engage l'ensemble du gouvernement. Mais les mentalités bougent.